Bonjour à tous, aujourd'hui le sponsor de ce nouvel épisode de Paysans du Vivant, c'est Victor. Alors Victor, il a un blog sur la thérapie par les helminths. Alors c'est quoi les helminths? En fait, ce sont des organismes probiotiques qui peuvent réduire considérablement le risque de maladies inflammatoires et par ailleurs, ça stimule aussi le système immunitaire. Alors grosso modo, notre mode de vie moderne et aseptisé nous fait perdre nombre de ces organismes symbiotiques qui nous aident à être en bonne santé. Et du coup, les réintroduire, c'est l'idée de la thérapie par les helminths. En tout cas, il y a des articles scientifiques et des études qui posent l'hypothèse que ces petits vers, lorsqu'ils sont présents en quantité contrôlée, ils peuvent atténuer diverses maladies auto-immunes et améliorer la santé. En fait, ça a été le cas de Victor, qui s'est soigné de sa maladie chronique par cette approche naturelle et innovante. Et voilà, c'est pour ça qu'il avait envie de partager cette nouvelle thérapie. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, allez sur son blog où il partage documentation scientifique et témoignages. Voilà, il y a le lien de son blog en description en bas de la vidéo. Et là, on va aller chez Michael qui s'est lancé sur une production de plantes aromatiques et médicinales. On va voir comment il cultive tout ça sur sol vivant et on va en vendre. Donc aujourd'hui, on va à la rencontre de Michael, Herbe d'Or, qui fait des plantes aromatiques et médicinales sur sol vivant. Et du coup, Michael, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité, comment ça fonctionne et comment tu vis de la production de ces herbes aromatiques? Donc, je suis producteur depuis l'année dernière, en 2021. En janvier, on avait commencé officiellement par la MSH où on est chef exploitant depuis le 1er avril. Et donc le projet est né, c'est une reconversion professionnelle. Il y a 3 ans, en 2018, je n'avais pas de travail, j'étais au RSA depuis un moment. Et avant, j'étais dans la location de véhicules, informatique, boulot d'intérim et principalement une base commerciale en études. Et du coup, j'ai enchaîné sur plusieurs travails différents qui ne me convenaient pas. Non pas que les patrons, j'étais pas, voilà, ils m'en foutaient, donc j'avais besoin d'un travail. Mais à un moment, je savais pas quoi faire parce que je commençais vraiment à m'ennuyer à chercher un travail qui me plaisait pas. Et puis sur un forum de l'emploi, je suis passé et puis il y avait des propositions avec le lycée nature d'une découverte des métiers de l'agriculture. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et puis ça a duré un mois, donc j'avais visité plusieurs fermes, dont au Jardin des Colibris à Chaland, à Soulan, qui m'ont impressionné sur le fait qu'ils étaient en mode harmonie avec la nature, on va dire, dans le maraîchage, et qu'ils arrivaient à en vivre. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Que d'avoir une petite exploitation et de pouvoir familialement quelque part construire quelque chose. Et puis, alors moi par contre c'était pas le maraîchage, mon hobby, c'était plus les plantes aromatiques par le biais de la cuisine et puis les soins par les plantes. Je me soigne par les plantes depuis l'âge de 21 ans. Et j'ai appris au fur et à mesure, en autodidacte, les choses, bien sûr avec des conseils, des médecins professionnels quand même, naturopathes, phytothérapeutes, et qui m'ont permis de voir la nature qu'elle offre beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que se soigner naturellement, ça m'a beaucoup mieux convenu, j'ai trouvé, dans mon équilibre général de vie. Les médicaments, je ne suis pas trop fan. Puis depuis que c'est vrai que je me soigne au médicinal à part les plantes, je trouve que tous les symptômes maladies sont beaucoup moins violents quand on essaie de se guérir avec le conventionnel, quoi. Enfin après c'est mon avis. Ensuite du coup j'étais surtout passionné de cuisine aussi, donc j'adore cuisiner. Et, les plantes aromatiques, ça donne du goût dans son assiette et ça fait plaisir. Et en plus, ça maintient la santé. Donc c'est vrai que on peut la prendre en infusion, les plantes, mais c'est vrai qu'on peut la manger au quotidien. Et ça aussi, c'est une bonne chose. C'est bon
Voilà, l'organisme, le foie, les organes, hein, ça aide il y a beaucoup de sels minéraux, beaucoup de vitamines, et d'autres molécules encore, et qui permettent de vraiment, ouais, me faciliter la vie. Ensuite, donc j'ai fait ce petit stage qui m'a fait découvrir les métiers d'agriculture, et je me suis arrêté sur Soulan, le maraîchage sol vivant. J'ai fait ça, il faut que je fasse ça. Du coup, il y avait une formation BPERA à la Ménitrée, au CNPH de la Pivardière, où j'ai fait en 2018-2019 le diplôme. Et j'ai découvert le métier, appris le métier en même temps. Donc j'avais fait mon stage en herboristerie chez Marie-Annick au Herbe et Papilles, et qui était une petite exploitation aussi, naturelle, mais pas de pesticides. Bon, elle n'était pas sur couvert de paille, c'était plus de l'agriculture bio. Conventionnelle, mais voilà, c'était cohérent avec elle-même, qui était passionnée de plantes, passionnée de soins, et qui faisait ses petits mélanges en fonction, voilà, des connaissances qu'elle avait. Et elle avait une technique d'herboriste traditionnelle aussi. C'est-à-dire qu'avec la serpe, le cueillette à la main, une certaine manière de cueillir qui permet, voilà, d'avoir une super qualité de plante, hein, le séchage aussi. J'ai beaucoup appris là-bas. Après, j'ai eu la recherche personnelle aussi pendant la formation qui m'a permis d'aboutir à ce projet. Et donc c'était en 2019, donc il y a eu le Covid malheureusement entre les deux. Donc j'ai dû attendre un petit peu avant de trouver un terrain et me mettre dans le bain. Ce qui m'a permis aussi de prendre voilà, de la maturité sur le projet, de bien y réfléchir et de l'étudier. Et voilà, quand j'ai pu trouver le terrain en 2020, ouais, c'est ça, là, j'ai lancé voilà, les hostilités entre guillemets, et puis c'était parti. J'ai fait le projet. Alors bon, j'avais pas beaucoup d'argent non plus, pas beaucoup d'économies. Voilà, le projet, c'est un projet à 45 000 €, hein, le prix d'une bonne berline, quoi, on va dire. Le prêt, il doit être dans les 31 000. Donc le reste, c'était la personne et les aides subventions. Avec ces sous, qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté le terrain? Non, le terrain, il est en location. D'accord. Que la SAFER a mise dessus. Donc pour éviter, j'avais peur qu'on le donne à un voisin en priorité, on l'a pris en location, je l'ai pris en location d'abord. Et donc les propriétaires étaient plus dans cette optique-là au départ. Alors puis les propriétaires, c'est des gens gentils comme tout, et c'est un terrain de famille qu'ils ont eu en héritage. Et puis donc ici, il y avait eu du maraîchage il y a 30 ans. Et après, ça a été du parcage bovin pendant une dizaine d'années. Et depuis 10 ans, là, il n'y a rien eu dessus, à part du fauchage de prairies. Donc c'était un terrain propice, je voulais, au sol vivant, parce qu'il me fallait quelque chose de propre, net, pour commencer, pour que ce soit plus facile pour moi et que ça démarre assez vite. Donc là, c'était une prairie. Ouais. T'es sûr que tu sais quel type de sol c'est? On dirait un peu du... Plutôt sableux, humifère, argileux un petit peu. Et tu as une idée des taux de matière organique que tu avais quand tu es arrivé? Tu as fait des analyses de Alors, sol? j'ai pas fait d'analyse de sol, je me suis repéré à la diversité de la faune qu'il y avait de la flore sur la prairie. Et j'ai regardé sur internet un petit peu les différentes. Voilà, il y avait surtout de la mauve musquée qui poussait ici de partout, hein. Donc c'est une plante médicinale aussi. Et j'ai regardé en quel genre de sol naturellement à pousser, et c'était 50% de matière organique à peu près disponible. Donc à partir de là, ça m'a permis de donner une petite base, et puis j'ai pris du compost végétal pour pouvoir booster un petit peu le terrain. Parce qu'il s'est fait faucher pendant 10 ans, mais il n'y avait pas eu de bête dessus. Donc effectivement, à force de le faucher, si on prend toute la fauche et qu'on ne retransmet pas au sol, on en prend quand même, hein, au bout d'un moment. Donc, le sol était, la prairie était plutôt bonne, même si elle n'était pas aussi haute que certaines. Bon, elle est bien exposée est aussi, ouest, le soleil, pas de vent, donc ça sèche bien. En plus, il est un peu en pente, donc c'est le drainant. Mais très bien pour la plante aromatique, justement. Donc ça pousse facilement. Et du coup, avec ces 45 000 €, quels ont été tes investissements? Alors l'irrigation, qui est dans les 10-11 000 €, qui est le plus gros investissement du champ. Parce que là, du coup, on voit des gouttes à gouttes, Ouais. ou des tuyaux poreux, je sais peut-être. Oui, goutte à goutte. Donc ouais, goutte à goutte partout, pas d'aspersion. Déjà parce que la paille à mouiller, elle se décompose beaucoup plus vite.
Et puis le goutte à goutte, voilà, le temps que ça pénètre par la paille, il vaut mieux un goutte à goutte qui passe directement dans la paille sur le même point pour déjà éviter de humidifier la paille partout et vraiment répartir l'eau dans le sol et que la chaleur, l'humidité, comme elle est retenue, vraiment s'éparpille bien et soit à peu près homogène partout. Parce que là, je ne me rends pas compte, mais il y a les 3 hectares qui sont irrigués? Ah non, il n'y a que les 2000 m². Enfin là, devant chaque bâche, là. D'accord. Enfin, là, devant chaque... Toutes les planches de culture sont où il y a des gouttes à gouttes. Voilà, il y a un goutte à goutte. Et du coup, La pompe est là-bas. Voilà, du coup, là, il y a une pompe là-bas qui... Il prend à 58 mètres dans une nappe. Et la pompe, elle fonctionne, tu as de l'électricité ou Non, ça fonctionne... alors pas pour l'instant, non. Je l'avais prévu l'année dernière, mais bon, le fil de l'année n'a pas été si facile que ça, donc j'ai préféré attendre l'investissement électricité et puis rester sur un groupe électrogène parce que j'ai pas énormément d'eau à prendre non plus par semaine. Si tout était planté, les 2000 m², il me faudrait 5500 litres par semaine, donc à peu près. Et là, je dois être à 2000 litres par semaine, donc, et encore. Donc c'est pas des choses. Les plantes aromatiques, c'est vrai que elles ont l'avantage de ne pas avoir besoin de beaucoup d'eau. Mais quand même, quand c'est jeunes plants, camomille, verveine, mauve, comme là, ça demande de l'eau. Même la menthe demande de l'eau beaucoup, surtout dans un moment où il y a du vent, ça sèche vite. Donc mais c'est pas non plus. J'arrose quoi, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Les planches quand il fait très chaud. Sinon, 1 fois par semaine suffit. Donc, après, plus on met d'eau, plus on peut produire aussi, mais après, il faut suivre. Donc là, toi, tu arrives à vivre avec ces 2500 m² 2000 m², ouais. 2000 m² de planches de culture. Et au niveau des investissements, il y a donc l'irrigation avec la pompe et le goutte à goutte. Et qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre comme investissement pour Là, j'ai fait les plans, parce que vous voyez, il n'y a pas de serre, j'ai pas un endroit pour faire des semis. Et puis comme c'était l'installation, c'est beaucoup de temps déjà. Ouais. Donc il était préférable de prendre des plants de bonne qualité, et bio bien sûr, forcément. Que j'ai pris là, il doit en avoir pour 8 9 000 euros de végétal, d'accord. Voilà. Et ensuite, par contre, quasiment toutes sont pérennes. Donc j'ai pas besoin de réinvestissement l'année d'après. Et là, oui, je pourrais me faire des petits semis. S'il y a une planche qui a loupé, elle a pris le froid l'hiver, bon, ça peut se refaire vite fait, quoi. Mais j'aurais pas tout à refaire d'un coup, ça au moins c'est sûr. La mauve, là, elle s'est ressemée toute seule, elle était à cet endroit-là. Bon, elle commence un petit peu plus, là on en voit un peu partout. Les camomilles, c'est pareil. Alors si on les couvre pas trop l'hiver non plus, il faut juste ce qu'il faut, c'est pas évident, donc j'en ai perdu quand même pas mal, mais ça se ressème assez facilement, parce que c'est pas très gênant. Mais sinon l'ivèche, agastache, on les coupe à ras, ça repousse comme ça veut. Le thym c'est pareil, le romarin pareil. Donc à part en annuel, je dois avoir la marjolaine que j'avais, mais là que j'en ai pas pris cette année. Enfin, il y a eu un problème avec le fournisseur, donc cette année ça aurait été, c'était pas possible. Donc, mais bon, c'est une petite ligne de 25 mètres, c'était pas gênant. Donc on a la coriandre aussi par exemple, mais bon c'est les graines que je récolte. Donc effectivement si je ressemais, je reprends les graines de l'année d'avant, donc c'est pas un problème. Et au contraire, ça renouvelle la génétique, il s'habitue au sol, et elle est forcément meilleure chaque année. Donc tant mieux, tant mieux. La bourrache c'est pareil, elle se ressème toute seule. Et puis j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup non plus. Et pareil comme souci, le souci lui il est avec une bande là, il s'est mis 2 bandes là, donc c'est bien. Donc voilà, j'ai pensé aux choses d'une façon pour que tout soit en harmonie et que ça se fasse un peu tout seul et que moi j'ai pas des réinvestissements tous les ans à refaire et puis que en fait le but c'est que de récolter quoi, et de revendre quoi, derrière. Donc là, investissement sur l'achat des plants au début, l'irrigation, et après c'est peut-être tout ce qu'il y a en aval. La petite camionnette là, pour 6 000 euros. Le séchage après, peut-être l'emballage ou tout ce qui est les fournitures de l'atelier, le séchoir. Bon, je l'ai monté moi-même le séchoir avec du bois de bricot dépôt. Ça a été assez simple, puis c'est pas très cher, c'est beaucoup mieux parce que sinon ça monte vite dans les 1 000 euros. Là, il m'a coûté 300 balles le séchoir, à peu près.
Il y a toutes les clayettes aussi à faire, donc je les ai fait aussi. Bon, je vous montrerai ça après. Mais l'investissement aussi des étiquettes, design et tout ça, donc bon, ça m'a pas coûté énormément cher. J'ai un ami d'enfance qui l'est et qui m'a permis de tout faire le logo. J'ai un autre ami qui est informaticien et qui m'a permis aussi de monter le site de la boutique en ligne, qui me permet de faire le circuit suivant et d'avoir une boutique, voilà, un endroit où tout le monde peut acheter quand il veut, quoi. Cette surface-là, tu arrives à en vivre? C'est quoi là? Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec cette surface? Cette année, pour l'instant, Parce que c'est une installation vraiment toute récente. Là, c'est la première année que tu cultives là? oui. Donc c'est La première année, jeune, j'ai tout eu le jeune. temps de récolter. Alors j'avais que 1000 mètres carrés plantés, j'ai pu récolter 36 kilos à peu près. Là, du coup, sur ces 2000 mètres carrés, là, c'est une installation vraiment de cette année. Donc là, on voit que les jardins ils sont partis. Mais est-ce qu'on arrive à. Est-ce qu'on peut gagner Oui, par contre, il faut prendre le temps de le faire, quoi, parce que c'est pas du maraîchage. Donc le maraîchage, c'est vrai que les légumes, on en consomme tous les jours. La tisane, peut-être, mais pas en grande quantité non plus. Donc même la plante aromatique, en général, un sachet que je vends de 15 grammes, il y a une personne qui s'en sert vraiment beaucoup, va pas lui faire plus un mois à peu près. Donc déjà, c'est pas comme des légumes où on en achète quasiment tous les jours ou toutes les semaines au moins. Donc il y a un circuit qu'il faut faire avec les boutiques internet, un peu de marché évidemment. Moi, mais je fais surtout des marchés événementiels, parce que le marché au quotidien, déjà je peux pas, parce que j'ai trop de temps de conditionnement pour pouvoir réussir à faire du marché toutes les semaines. Donc voilà, j'ai mis un système de commande locale où on peut venir tous les samedis matins récupérer ces petits sachets. Et donc la première année, j'avais fait 36 kilos, qui correspond à 8 000 € à peu près de chiffre de stock. Donc j'ai pu qu'en vendre que 1000 la première année. Donc c'est vrai que la première année, deuxième année même, il ne faut pas se compter forcément de faire un salaire, il vaut mieux prendre le temps pour ça. Donc, alors, c'était pas prévu normalement, parce que bon, selon la formation qu'on fait, c'est vrai qu'on nous met un petit peu de belles étoiles, donc ça va fonctionner, tout ça. Mais bon, ça fonctionne jamais comme prévoit. Donc, et puis, mais ça permet quand même d'avoir une bonne base qui nous permet d'anticiper, de voir, voilà, là, tiens, je suis à la première année, je devais faire ça, mais il a manqué ça, pourquoi? Bon, on voit vite où est le problème, quoi. Bon, là, c'était le temps, déjà, j'ai eu 2 mois de retard avec les plants l'année dernière. Parce qu'on a une très mauvaise saison au printemps, donc comme j'avais commandé des plants, les serres, même si elles étaient chauffées, au lieu d'être livré avril-mai, j'ai été livré un quart on va dire début mai, et les 3 quarts dans le mois de juin. Donc la première quart de production, bon, elle était vite plantée, ça c'est sûr, mais bon, là, il a fallu quand même la récolter en même temps que planter tout le reste, donc ça a été compliqué. Donc je sais que j'ai pas pu tout ramasser l'année dernière de tout ce que j'ai produit non plus. Donc j'ai pu voir quand même des rendements comme. Mais là, du coup, tu travailles seul. Ouais. Des fois, est-ce que tu prends tu as pris des stagiaires, des woofers peut-être? Oui, je travaille avec les centres de formation. Alors j'ai avec celui-là de Nyons, dans la Drôme, là, le CFPPA de paysans herboristes, et où je suis inscrit en maître de stage là-bas. J'ai eu 2 stagiaires l'année dernière. Cette année, j'ai eu Morbihan. Alors je ne me rappelle plus lequel CFPPA c'est. Et le lycée nature, pareil, le CFPPA à côté, qui envoie un peu aussi des stagiaires. Donc avec l'aménitré aussi, que j'avais fait la formation, je suis devenu un peu intervenant à les aider justement à donner un petit peu du métier, des techniques aussi pour aider la nouvelle jeunesse, quoi, parce que c'est un métier qui s'est perdu depuis 41, depuis la Seconde Guerre. En 41, Vichy a supprimé le diplôme des herboristes. Donc du coup, le métier s'est perdu petit à petit. Bon, l'industrie pharmaceutique a pris le pli dessus, mais n'ont pas renouvelé ou créé un nouveau diplôme d'État qui pourrait, pour les jeunes, justement, de se former là-dessus. Parce que le problème, c'est que comme c'est du médicinal, si je veux les vendre en herboristerie, par exemple, ou pharmacie, il faut qu'elles soient certifiées par un labo, comme les baumes ou tout ce qui est hydrolat. TOTP, c'est ça? Comment? C'est ce qu'on appelle
pour que, en fait, qu'on sache exactement, par exemple, sur le thym, quel est le pourcentage du principe actif si on voit le thymol? C'est pour ce genre de raison? Ça, le taux de métaux lourds, pesticides ou quoi que ce soit qu'il pourrait y avoir, il y a des normes particulières qui fait que soit peut rentrer dans la pharmacopée ou soit pas. Donc moi, en tant que producteur, normalement, enfin, j'ai pas le droit de conseiller sur les plantes médicinales. À leur donner, tiens, vous prenez tel dosage pour tel temps, ça m'interdit. C'est un professionnel d'État qui peut le faire. Alors, Donc en fait, tu es producteur de plantes aromatiques et de condiments alimentaires. voilà, c'est ça principalement. Même si elles sont aussi peuvent être utilisées médicinales, mais ça c'est au bon vouloir du client qui fait comme il le prévoit, parce que ce soit en pharmacie ou que ce soit en épicerie, ce sera la même plante, hein. Mais bon, moi j'ai plutôt choisi le circuit pour l'instant épicerie fine. Euh, et les petites boutiques de producteurs aussi, comme à Soulan, là, il y a un petit dépôt-vente là, de mes sachets là-bas. Et qui permet d'être un peu plus libre entre guillemets par rapport à cette loi. Après, moi, je ne prends pas de risque parce que du coup, je reste dans le cursus légal. Et après, c'est les gens à se renseigner aussi sur les plantes médicinales, si vraiment ils veulent se soigner avec, de se renseigner auprès d'un professionnel de santé ou des livres de plantes médicinales. Là, par contre, je dirais que dans la loi, j'ai le droit d'avoir un livre de plantes médicinales sur mon étal de marché. Les gens ont le droit de le consulter librement et puis ils peuvent acheter mes plantes derrière. Mais tant que c'est pas moi, tant que j'ai pas un diplôme de pharmacien quelque part, je peux pas faire ça. Donc on se débrouille comme on peut. Parce que du coup, là, j'ai l'impression que quand même la vente après des plantes, c'est quand même le gros challenge et c'est ça qui va faire que tu peut vas en vivre pouvoir ou en pas. vivre ou pas. Donc produire et récolter par rapport aux chiffres, oui, je pourrais. L'année dernière, j'avais 8 000 €, mais là, je sais que cette année, je vais récolter 16-20 000 €. Et l'année prochaine, on devrait normalement réussir à faire les 30 000, parce que bon, c'est aussi le temps d'installation qui m'a pris beaucoup de temps. Normalement, j'aurais dû avoir tout planté l'année dernière, mais bon, non, ça a été très difficile. Donc j'ai préféré garder la moitié. J'ai planté, on va dire, un peu plus de la moitié. L'autre moitié, je l'ai gardé au fond et je l'ai fait tenir pour tout l'hiver, ce qui a tenu, ça a très bien marché. Et puis voilà, donc je continue ma suite. Et normalement, on peut en vivre. Après, effectivement, le circuit commercial à créer, il est très long. Comparé à du maraîchage où là, on se fait connaître très vite à un marché. Tiens, vous êtes le local à côté, l'épicerie va vite, il y en a quelques-unes, même la Biocoop. La Biocoop avec les tisanes, ça marche pas très bien. Ils ont créé leur propre marque là, cette année de plantes aromatiques et médicinales. Ils travaillaient avec les herbiers de France avant, mais il y a un filon, ça marche, hein, parce que je sais qu'un magasin vend facilement 90 kg de plantes des herbiers de France, hein. Donc oui, effectivement, moi, je pourrais en produire 120 kg à peu près à l'année, mais tout seul, ce ne sera pas plus, quoi. Et encore, sur une bonne année, si j'ai eu peut-être quelques stagiaires aussi, si je suis vraiment tout seul, ça ne montera pas ça sera entre 80 et 90 kg, je pense. Et tu pourrais vendre à la Biocoop, est-ce que ton prix de production serait conforme au prix d'achat qu'ils souhaitent? Est-ce que c'est une piste que tu envisages ou Le truc, c'est que ça les intéresse pas en fait. D'accord. C'est clair. Ils ont déjà leur mode de production. Ouais, j'ai été les voir. Au début, ça les intéressait parce qu'ils n'avaient pas encore leur mode de production et pas de locaux pour eux. Donc là, ils ont trouvé une filière où je pense alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, hein. J'ai pas vu la suite avec eux. À partir du moment qu'ils m'ont dit non, et puis que j'ai vu leur marque après derrière, j'ai compris pourquoi. Parce que là, il y a 2 ans, ils étaient vraiment enchantés, ils étaient prêts à prendre. Puis 2 ans après, ah ben non, on va voir. Et puis Non mais produire pour la marque. ouais, non, même pas, ils n'ont même pas proposé parce que je ne sais pas où ils prennent leurs plantes. Je sais pas si je pense que c'est du local quelque part, mais du local, c'est dans la France quelque part. Et puis ils doivent faire une sorte de coopérative qui permet de faire toutes les variétés qu'ils peuvent faire d'un coup, quoi. Est-ce que c'est ça aussi? Alors pourquoi pas, hein, travailler avec eux, moi, voilà, s'ils veulent, mais c'est vrai que je ne connais pas leur marge, mais bon, je sais que voilà, en maraîchage, c'est plutôt du 25%, je crois qu'ils ont. Donc ils ne forcent pas, hein, mais là où ils font leurs chiffres, hein, c'est tout ce qui leur produit, plus ou moins industriel, quoi, biologique, quoi. Parce qu'apparemment, ça gênait d'avoir une place comme ça.
alors qu'ils l'ont fait derrière, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc bon, non, c'est une question de fric toujours, donc ça c'est une ère de la guerre. Sur ces surfaces-là, sur des petites surfaces, là peut-être que j'ai l'impression que la seule manière de gagner sa vie, c'est de vendre les plantes en direct, parce que tu ne pourras pas les vendre au prix auquel un distributeur... Ah si, j'ai prévu le coup, j'ai fait un... Tu peux oui, rentrer sur des marchés de gros sur ces... De gros, non, semi-gros on va dire. Voilà, là il y a les vergers de Vendée par exemple en Vendée, alors on a failli travailler ensemble, mais bon, ils étaient en ballot avec moi et puis quelqu'un d'autre qui fait des mélanges gerbes. Donc moi c'est vrai que je fais que des plantes individuelles, je ne fais pas de mélange. Pour axer quelque part un peu plus le médicinal, et puis aussi c'est ce qui est très attendu par beaucoup de gens, et beaucoup d'épiceries ou d'herboristerie aussi, parce que je pense quand même aller en herboristerie, et faire certifier quelques plantes au moins, celles que j'ai le plus, comme le thym, le romarin bientôt, il faut qu'il continue à pousser, mais la camomille, la verveine, ça je pense les faire certifier pour que ça puisse faire aussi un petit circuit de semi-gros en fait, parce que faire du conditionnement de sachet c'est bien, mais ça prend du temps aussi. Donc j'essaye de répartir les tâches, pour que quelque part le circuit, il ne me prenne pas trop de temps non plus, et puis que ça fonctionne, quoi, que je puisse fournir aussi derrière. Parce que je suis tout seul quand même, faut pas oublier. Parce que là du coup tu t'es pas certifié bio. Si, je suis certifié bio, mais je ne suis pas certifié pharmacopée. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique ça? Qu'est-ce que c'est le... Alors pour les baumes, je sais, j'ai pas encore trop les chiffres pour les plantes. Je suis en train de me renseigner parce que c'est compliqué. On regarde sur internet, certifier une plante par un labo, on n'a pas grand chose. Des baumes, pas de problème. On peut savoir, c'est dans les 400 € par baume. Donc j'imagine que les plantes, c'est pas à peu près pareil au niveau analyse. Il doit y en avoir entre 2 et 400 €. Donc si j'avais les 15 plantes à certifier, ça ferait un peu cher la facture à la fin. Donc ça nécessite de faire des surfaces minimum, des planches conséquentes pour pouvoir inclure le coût de revient de l'analyse pour pouvoir entrer sur tel ou tel marché. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pas toutes les plantes que je pourrais certifier, ça c'est sûr. Mais celles qui sont importantes, que j'ai beaucoup, et effectivement, même si elles vendent bien en boutique, je ne les vendrai pas toutes en détail, va être compliqué, quoi. Donc oui, donc il y a ce circuit-là, c'est pour ça que je prends plutôt de l'épicerie fine qui est entre les deux pour l'instant, qui permet de faire connaître le produit, faire goûter aux gens, et s'initier un peu aux plantes aromatiques, donc en cuisine, qu'en tisane, en infusion pour le soir. Chacun peut faire ses petits mélanges, à petite dose, il n'y a aucun danger de problème sanitaire au niveau santé, ou que quelqu'un il a pris trop de ça, puis il est tombé malade parce que justement il a pris trop de menthol par exemple, parce que la menthe elle contient du menthol. Si on en prend trop, on peut se provoquer un refroidissement, et puis pour l'enlever ce refroidissement, il n'y a rien, c'est à l'intérieur du corps, c'est les vaisseaux sanguins qui sont rétractés, et on a froid. Donc on peut essayer de réchauffer, mais il faut attendre que le menthol soit éliminé par le corps pour qu'on retrouve du chaud, quoi. L'aubépine c'est pareil, si on la prend tous les jours pendant 15 jours, elle a un effet normalement de calme, et pour l'hypertension par exemple, qu'ils la prennent, et qui apaise le cœur. Mais si on en prend plus de 15 jours, tous les jours, 1 litre par jour, ça provoque l'inverse. Donc on a les palpitations qu'on veut éviter. Donc les plantes médicinales ont quand même des principes actifs, et qu'il faut faire attention. Et je comprends aussi quand même le côté réglementation aussi, qu'il faut quand même, bien sûr, il y a un côté commerce sûrement, mais il y a aussi un côté vraiment protection du consommateur, quoi. Il ne faut pas ce serait dommage. Un produit doit être quand même fait pour plaire au consommateur sans danger, quoi. On est venu te voir parce que moi j'étais surpris sur ton site, tu mettais plantes sur sol vivant, qui est du coup, qu'est-ce que c'est pour toi le plante aromatique sur sol vivant? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et comment tu cultives sur sol vivant? Alors pour moi, en sol vivant, c'est un petit peu reproduire un peu ce que la forêt fait, et de préserver le vivant, qui permet un équilibre au sol. Alors pour moi, le plus important dans le sol, même dans une forêt, c'est le champignon. Pour moi en premier, c'est lui qui doit être vivant. Lui il a besoin d'eau, il a 80% d'eau, donc un sol doit rester toujours humide, en fait, frais, comme une forêt. Quand on veut cultiver quelque chose dessus, il faut de l'eau. L'eau c'est la vie, sans eau ça va être compliqué. Après
Alors, il y a de l'eau dans l'air, hein, mais là, on est quand même en endroit en France où il y a quand même de l'humidité. Et puis l'eau, ça commence à être précieux, parce qu'on a de plus en plus chaud. Hein. Et c'est vrai que là, d'utiliser cette technique permet vraiment de préserver, alors, aussi bien l'hiver que jusqu'à l'été, tout le vivant, alors, qui permet aux plantes de s'alimenter, parce que ils ont il y a des millions de bactéries, des millions d'insectes dessous, et c'est un peu la guerre là-dedans quand on est en sol vivant. Et il y a aussi bien voilà, du déchet organique par leur déjection, hein, voilà, mais qui est plutôt très fine, très petite, mais qui est concentrée, très concentrée. Les insectes ont une matière organique, enfin un NPK voilà, sur leur déjection, elle est très très concentrée. Et comme c'est tout petit, même si c'est concentré, le pH ne bouge pas trop. C'est pas comme un bovin, on fait une grosse bouse. Et si tu mets ça sur tout ton sol, effectivement, tu as un risque d'acidité, de nitrate, de pollution et tout ça. Donc moi, j'utilise que du compost végétal parce que j'ai pas besoin de compost animal. Le potassium que les plantes ont besoin en maraîchage pour faire leurs fruits, moi c'est des fleurs, c'est pas des gros fruits comme un potiron, donc il n'y a pas besoin d'autant. Et là, du coup, pragmatiquement, sur tes itinéraires techniques en fait, de mise en culture et de culture des plantes, est-ce que c'est tous les mêmes et comment tu cultives? Du coup, alors C'est quoi la technique? la première technique, c'est l'hiver. On fait une occultation par bâche. Donc bâche à silo que j'ai récupéré chez des agriculteurs qu'eux ils sont imposés de recycler et que ça leur coûte de l'argent de recycler. Je crois que je ne sais plus combien c'est par bâche. 25 € la bâche, je crois, le recyclage. Mais bon, mis bout à bout de toute leur bâche, ça fait des petites sommes comme ça que ça les gêne. Donc souvent ils les gardent, ils les mettent de côté et puis ils les réutilisent plus ou moins. Donc là, je leur ai demandé si ça ne les gênait pas de m'en donner. Et effectivement, au lieu de payer 1 000 € d'investissement de bâche, ça m'a coûté une caisse de bouteilles de bière et de vin. Donc c'était très bien. Donc là, pourtant, il a fait 47 degrés. Hein. Là, si on enlève ici, ça n'a pas été arrosé depuis 1 an. Hein. Mais l'humidité qui est dans le sol, avec la chaleur, remonte toujours. Donc comme dans un désert où on met une bâche au-dessus d'un trou et puis qu'on met de la végétation dedans, ça va s'évaporer, ça remonte. Puis voilà, le principe c'est de maintenir cette humidité, de maintenir ce frais. Donc une fois que bien tout est couvert, avant que voilà, avec moi j'ai pris du foin, pas de la paille, parce que bon déjà au moment je voulais prendre de la paille, puis en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple de prendre du foin. Déjà parce que je l'ai partout sur la prairie, donc je préfère m'auto-suffire comme ça. Et la paille elle est souvent traitée, donc c'est rare de trouver une paille non traitée, c'est compliqué. Donc là au moins je sais que rien n'est traité et puis que j'ai du bon foin. Bon, même si peut-être il y a des graines d'adventice, tout ça, mais bon, en herbement, bon c'est vrai que là je me suis laissé un peu déborder, mais bon ça va. En général, si on est assez régulier, ça se passe assez bien. Qu'est-ce qu'il y avait là avant que tu mettes la bâche? Comme ici, la prairie, exactement la même chose. Donc il n'y avait rien du tout. Donc j'ai mis la bâche. Tu l'as mise quand cette bâche? Alors, elle, c'était il y a 1 an, en janvier l'année dernière. Donc, par contre, voilà, c'était le problème avec le certificat bio. La première année, le temps, puis même avec le Covid, j'ai pas pu occulter 6 mois. Parce que normalement, il faut au moins occulter 6 mois l'hiver, pour surtout le premier coup, pour vraiment enlever un maximum de mauvaises herbes quand même. Parce que le but, c'est quand même de tout tuer le végétal, entre guillemets, hein. Mais voilà, pour qu'il se transforme en compost naturel. Et qui permet aussi de mettre le sol à nu et d'avoir une petite nourriture déjà assimilable, sans avoir tout enlevé. Et en plus de ça, c'est mou. Donc là en fait c'était une prairie, tu as mis une bâche il y a 17 mois. Alors celle-là, oui, elle est restée 1 an. Ouais. Celle-là, évidemment, puis effectivement le sol, quand on prend... Voilà, là, il n'y a pas besoin de labourer pour planter quelque chose. Une racine rentre tout seul dedans, hein, à ce niveau-là. Donc quand on prend de la terre, voilà, on peut la prendre naturellement. Elle est toute bien. Et puis là, on voit tout le vivant là, qui commence à sortir. Là, on a un peu bougé. Et tout ça, il y a beaucoup de fourmis. Hein.
on se rend compte que les fourmilières elles ont un grand rôle, hein, parce que c'est des gardiennes. Hein, c'est comme si on avait voilà, un camp militaire de chaque côté. S'il y a quelque chose qui passe dedans, c'est clair que ça les bouffe. Hein. J'ai même vu quand ils sont en manque de nourriture, elles n'hésitent pas voilà, à prendre une menthe et faire leur nid dedans et à tuer toute la menthe et la recomposer. Hein. Même le végétal, ça y passe. Hein. Donc, mais ça c'est les premières, ça on va dire. Après avec la bâche en premier, comme les végétaux, voilà, quand ils commencent à se faner et ressembler à des endives, en fait, c'est les escargots qui arrivent. Eux, ils viennent tout finir, le végétal bien tendre, là, ils adorent ça. Et ensuite, après, c'est les crapauds qui viennent, après les escargots. Ils viennent s'installer, il doit y en avoir une 20, une trentaine sous la paille, à l'humidité, au frais. Alors ils bougent, ils mangent, voilà, ils sont voraces de limaces. J'ai pas une limace, hein. Ici, j'ai une petite mare derrière, une petite rivière. Donc effectivement, voilà, j'ai le terrain propice aussi à avoir un équilibre aussi dessus. J'ai même une buse, un territoire. Si vous avez remarqué, il n'y a pas un oiseau qui se pose hein, sur ce terrain. Je ne sais pas si depuis tout à l'heure vous avez fait gaffe. On n'entend pas d'oiseaux voilà, à côté. Parce que c'est un territoire de chasse d'un couple de buses et ils sont là tout le temps. Là, on ne les voit pas aujourd'hui. Hein. Quand je suis là, ils sont en général. Mais ils reviennent voilà, tous les matins ou à 13h l'après-midi, j'arrive à aller sur une botte de foin ou sur un truc. Et elle me nettoie les souris. Elle doit faire du boulot, hein, parce que j'en ai pas tant que ça. Donc, du coup, il y a la biodiversité qui a mangé un petit peu la prairie, et donc après, une fois que c'est... Alors une fois que c'est fait, et qu'on arrive au printemps, pour planter, là je prends du compost végétal. Bon là je l'ai pris à une recyclerie, parce qu'au début j'avais pris à des élagueurs, mais le truc c'est qu'ils mettent un peu tout et n'importe quoi des fois dedans, donc entre des pierres, des pelles, des machins, donc il y a un peu trop de déchets pour moi. Là, enfin du coup la recyclerie que j'ai trouvée à côté fait du compost plutôt propre. Et oui, il y a moins de mauvaises herbes, parce que j'avais quasiment pas de lison ici, mais dès que j'ai utilisé l'autre compost, le premier, j'étais content à la fin d'avoir un peu de lison. Donc non, voilà, autant prendre les choses propres, c'est mieux. Enfin, c'est plus facile pour travailler après, ça évite des surprises. Donc j'ai mis mon petit compost, une petite couche, ouais, à peu près comme ça, 7 cm, ça correspond entre 7 et 10 kg au mètre carré, je crois. Et ensuite j'ai mis entre à peu près 2-3 kg au mètre carré de paille, de foin, et qui me fait une bonne couche. Et là, après on n'a plus qu'à planter par exemple, voilà, là elle est prête celle-là, là, c'est ce qui a été fait cette année. Juste à ouvrir la paille. Hein. On arrive dessous, il y a le compost. On arrive à l'argile, un petit coup de plantoir pour démoter un petit peu la partie. Après on met notre petit plant et c'est parti. Et là, entre le moment où tu mets ton foin, après avoir débâché, le foin sur la planche, après avoir débâché, combien de temps tu attends avant de repiquer Ah là, on peut planter tout de suite après. Hein. Il n'y a pas forcément d'attente. Là. Dès que la planche est prête, on peut y aller. Hein. Il n'y a pas, je dirais que le reste va se faire tout seul. Hein. Ce qui est intéressant avec le compost végétal aussi, c'est qu'il y a du spore dedans. En fait, on ne le voit pas nous, mais il y a du spore du champignon. Ah mais j'ai pas compris alors. Là, il y avait la prairie, tu as mis la bâche, et après tu as enlevé la bâche, tu as mis du compost, et après tu as mis du foin. C'est ça. Ok. Et du coup, tu disais 2-3 kilos de foin ou de compost? De foin. De foin et du compost? 7. Entre 7 et 10. Du coup, tu pèses tout? Non, c'est un volume, c'est par rapport au volume de la brouette. Enfin, non. Non, c'est par rapport au volume de la brouette. Non. Donc, et puis voilà, je sais qu'un ballot fait 420, celui-là par exemple, le gros. Les petits ils font plutôt dans les 200, 250. T'as un tracteur pour les déplacer? Comment ça marche Non. au niveau de la logistique? Alors là, c'est plutôt le gars qui est venu me les chercher, je lui dis tiens tu la poses là, qui m'a fauché à prairie, je lui dis ça tu me la poses là, ça tu me la poses là. Comme ça, moi après, voilà, elle n'est pas loin, juste à côté d'une planche. Il y en a un peu, voilà, à peu près c'est dans les extrémités. Mais ça ne me prend pas, voilà, c'est... Donc en fait, ton système, il fonctionne avec un peu du compost de la ville, sans doute. Et du coup, par contre, le foin, c'est le foin que tu as sur tes 3 hectares. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ces 3 hectares, ils permettent d'alimenter ces 2000 m² intensifs de culture de plantes aromatiques. Et le compost végétal, par contre, j'en remettrai peut-être pas. Parce que comme je ralimente du foin tous les ans,
Peut-être dans 3 ans, certaines plantes, si je vois qu'elles commencent à être fatiguées, vraiment, ouais, on leur mettra un petit coup de compost. Mais ouais, dans la logique, vu que je remets tout le temps la matière organique, ça ne sert à rien de remettre trop non plus. Les choses se font. Puis j'en ai pas un gros besoin. Voilà, donc faut que ça. J'essaye de maintenir le sol dans son équilibre aussi. Donc oui, je suis arrivé, donc je vais pas le retransformer, le rendre trop riche non plus. À risquer justement de bouger trop le pH et puis que là, on perd la dynamique que là j'ai, hein, parce que ça pousse bien ici. Hein. J'ai aucun souci. Donc là, en fait, c'est un système ultra simple. Tu utilises la bâche pour faire un désherbage total par occultation. Après, tu viens mettre un peu de compost là sur la première année, paillage de foin pour couvrir ton sol et du repiquage de tes plants. C'est ça. Et du coup, toutes les aromatiques qu'il y a dans ton jardin, c'est des plants qui ont été repiqués Non, ou c'est fois... des bases de graines. J'ai commandé chez des gens, chez des fournisseurs qui font leur plan à partir de graines. Bien sûr, mais toi, tu reçois les plants. Ah oui, bien sûr. Et tu fais, est-ce qu'il y a des aromatiques que tu sèmes directement? Ah non, j'ai rien. Non. Là, pour la première année, il n'y avait pas question de semer en fait. Je voulais pas avoir de. Je savais pas comment allait trop se comporter le sol, l'activité aussi des insectes, hein, parce que on met des graines, mais bon, des graines c'est quand même de la nourriture aussi. Donc voilà, elle peut pourrir vite aussi, hein, dans un sol tout le temps frais. Donc c'est pas évident je savais pas trop au début. Donc comme il y a des choses, même si voilà, j'ai passé des diplômes, j'ai vu des stages, j'ai une expérience quand même relativement on va dire jeune. Donc je préfère y aller doucement et faire les choses petit à petit. Donc les plants c'est prêt. Ils sont arrivés tout beaux, tout propres. Ça s'est planté, ça a poussé tout seul. Donc là, tu repiques, éventuellement après tu arroses avec le goutte à goutte si nécessaire. Et en fait, peut-être la seule chose qui change, c'est la distance de plantation. Ouais, alors moi je fais là pour 2 lignes. Alors sauf certaines, mais la première année je ne le referai pas parce que là vous voyez j'ai fait de l'hysope, du thym, du romarin sur la même ligne. Et le thym il pousse tellement bien voilà, ça bloque un peu tout le monde. Donc il va falloir que je les décale. Mais du coup je reste sur 2 lignes et à peu près entre 40 et 140 cm de distance par plan. D'accord. Et quasiment toutes les aromatiques, elles sont à ces espacements-là? Quasiment, ouais. Parce qu'au début, j'ai fait respecter comme le conventionnel, mais je me suis retrouvé avec des hyper serrés. Non, il faut de l'espace, ça pousse bien. La plupart des rendements sont à 1/3, aux 2/3, plus que les rendements conventionnels que j'ai vus à la Chambre d'agriculture. Donc ouais, il y a de l'intensivité, comme dit, la culture un peu intensive. Intensive, ouais, parce que la nature nous le permet. Hein. Là, on a des fougères derrière, là, elles ont été fauchées chaque année, 2 fois, mais elles repoussent à une vitesse pas possible. Hein. Donc non, il y a la plante assez bien se débrouiller, la nature assez très bien se débrouiller. Si elle est en bonne condition, ça pousse. Si ça pousse pas, c'est qu'il y a un problème. Alors comment tu as choisi les différentes espèces que tu cultives? Alors, en fonction déjà du circuit commercial et de ce qu'est l'activité, je suis tout seul, donc il faut quand même que j'allais penser pas en faire trop différentes, parce que je pourrais déjà très vite me perdre. Puis c'est un peu le modèle un peu que tout le monde prend. Hein. On prend 30, il y en a, ils ont entre 30 et 50 variétés différentes, et ils font beaucoup de mélanges. Par contre, ce système-là ne permet pas d'avoir la même plante en grande quantité. Donc si on veut faire un petit peu de gros ou que quelqu'un veut, voilà, je veux que du thym, que ce soit un restaurant, une épicerie, ça va être compliqué la personne parce qu'elle va avoir du thym pour ses mélanges qu'elle a l'habitude de faire, mais elle n'aura pas assez de thym à fournir pour une épicerie, c'est pas possible. Donc ça, à moins qu'il y ait pensé avant. Mais moi j'ai pensé plutôt à faire 15 variétés plantées, dont 5-6 qui sont vraiment phares, la verveine, la camomille, le thym, les 2 menthes, et le thym citron aussi. Ouais. Donc qui vont. Et la sauge, voilà, c'est ça que je cherchais. La sauge qui permet qui sont très demandées, qui sont très vendues, que ce soit en herboristerie, en pharmacie, dans les magasins, c'est ce qui est le plus acheté. Déjà parce que c'est le plus connu, hein, en général, parce qu'il y a des choses qui sont très bien, hein, mais l'agastache par exemple est très bien, elle n'est pas du tout connue. Donc, mais ça va faire découvrir. J'ai pris quelques plantes très peu, mais voilà, en petite quantité, ouais, l'agastache, il doit y avoir 20 mètres d'agastache,
Et, comparé voilà, à la Meaux, j'en ai fait 2 lignes de 25 mètres. Et la Meaux sylvestre, c'est pareil, c'est pas très connu, mais un peu plus. Et enfin, du moins en herboristerie, c'est quelque chose qui est pas mal demandé aussi. Donc tout ça, j'ai choisi en fonction un petit peu surtout du circuit commercial, de ce qui peut être vendu facilement. Une autre partie aussi plaisir quelque part, parce qu'il faut faire plaisir aussi. Donc avoir des plantes qui permettent avoir moins de quantité, mais qui plaisir du goût, quoi. Comme l'agaçage que je vous disais, c'est un goût de réglisse anis, très sympa. Ou la livèche, elle qui est pour la cuisine, moins connue aussi, qui a un bon goût de céleri. Et c'est vrai que s'il y a des gamins qui n'aiment pas le céleri en branche, dans un ragoût ou autre, là on fait juste une petite pincée, on a le goût du céleri, et puis du coup, ni vu ni connu, il va le manger. Mais il y a le souci qui est facile à récolter et à semer. Je savais que le souci, la plupart des plantes que j'ai prises, de toute façon, je savais ce qu'elles allaient faire après. La Meaux, je savais qu'elle allait se ressemer l'année d'après, le souci aussi. Et puis c'est pas moi qui le sème, c'est elle toute seule. Donc c'est du travail en moins, faut penser. Enfin, j'ai essayé d'être le plus logique et le plus dynamique aussi. Les parcelles sont mises un peu. Il y a un centre un peu où je peux me circuler facilement et pas avoir trop de chemin à faire et d'aller-retour pour organiser tout ça, quoi. C'est pareil, là il y a des robinets manuels pour l'irrigation, goutte à goutte. Il y a assez de débit aussi pour alimenter 600 mètres de ligne, je crois. 3-4 mètres cubes, 4 mètres cubes là-bas. Donc ça c'est bien. On a ce qu'il faut. Et il faut de l'eau de toute façon. Si on veut produire, si on ne met pas d'eau, 1000 m², on dépassera rarement les 40 kg. Mais par contre, avec de l'eau, c'est pas pareil. Est-ce que tu aurais une bêche qu'on puisse faire un trou et voir sur quel type de... Comment est ton sol? Donc, voilà. Et puis ces meubles à profondeur. Pas de vers de terre là pour le moment, mais on voit des galeries. On voit des galeries, des turicules, mais on n'a pas réussi à voir. Les vers de terre, on les trouve sous les touffes d'herbe. S'il n'y a pas de touffes, ici on les verra moyennement. C'est plutôt la paille le foin qui va les attirer. Dès qu'on met du foin et du compost, tout de suite ils viennent. Là il n'y a plus grand chose à bouffer. Ils viennent pour les sels minéraux aussi que les racines prennent ou se décomposent. Quand il n'y a plus grand chose, ils viennent moins. Donc ça aussi l'occultation, il faut que ça se finisse aussi. Parce que là du coup il n'y a plus trop à manger sous ta bâche et du coup toutes tes bébêtes elles sont en train de partir. Du moins pas non, il y en a toujours, les fourmis restent toujours là. Il y a toujours, c'est plutôt des insectes qui restent on va dire scolopendres, mille-pattes. Après il y a des souris beaucoup, il y a quand même de la vie aussi, des serpents, lézards. Moi j'en ai pas vu beaucoup de serpents encore. Ils sont toujours bien cachés ceux-là. Les lézards, oui j'en ai vu par contre là, les lézards il y en a. Tu parlais de cuisine, d'aromatique, et moi je suis surpris parce que moi quand je pense des aromatiques, je pense basilic, persil, coriandre, en fait ils sont pas là. Pourquoi ce choix ou peut-être que ça viendra après? Non, enfin peut-être oui, alors il faudrait une serre pour ça. Le problème c'est que le basilic c'est méditerranéen et on n'a pas le climat en fait pour le faire pousser, c'est comme la tomate sans vraiment avoir une serre, quoi. Donc ça a été un choix que je n'ai pas pu, tout simplement parce que par rapport à mon système et que j'ai pas investissement suffisant pour faire une serre, non j'ai pas fait de basilic, de coriandre, enfin la coriandre j'en ai fait mais pour la graine. Le persil non plus, ça a besoin d'ombre, là en plein soleil, là, il va falloir que je l'arrose tout le temps, donc non ça m'intéressait pas. Basilic aussi c'est très long à conditionner, en séché pour faire du sec avec du basilic.
En frais, ouais, pour des restaurants, ça aurait été sympa. Mais c'est un autre circuit, c'est voilà, c'est aussi encore c'est un autre cursus, oui, c'est une autre façon de travailler aussi. Donc là, j'ai essayé de travailler au plus simple pour moi, parce que bon, je suis tout seul, donc il faut quand même, voilà, faut quand même que j'arrive à faire le maximum. Et le plus simple, c'était ça, c'est la plante séchée. Il y a très peu de normes, il y a beaucoup de choses où c'est simple avec ça. Et en individuel, bah voilà, on peut choisir sa plante aussi bien pour de la cuisine, d'infusion ou autre. Donc en cuisine, de toute façon la verveine peut s'utiliser en cuisine aussi, l'agastage pareil, la livèche aussi. Là j'ai de l'hysope à côté là, qui est tout en fleurs violettes là, aussi. Elle est bien pour le poisson, les grillades, le romarin, bon c'est classique, mais c'est efficace. Voilà, le thym aussi c'est pareil, tout le monde connaît. Le thym citron aussi, super bon, aussi bien en infusion, on dirait un petit goût, un bonbon au miel, et puis en cuisine, c'est super sur les poissons, en courbouillon, c'est génial. Et voilà, oui, non, ces plantes-là demandent beaucoup d'eau. Donc, si on n'a pas les conditions, je ne les prends pas, tout simplement. Donc, l'année prochaine, là, j'ai choisi une nouvelle plante, c'est de la monarde. C'est l'ancien thé français. Avant qu'on découvre le thé avec les Anglais de Chine, on utilisait une plante, la monarde, qui est proche justement du goût du thé. Et ça fait des jolies fleurs rouges avec, on dirait des langues de, voilà, moi ça me fait penser à des langues de dragon à la chinoise, c'est très sympa, très joli. Mais ça s'est perdu avec l'industrie du thé. Voilà. Donc je pense que le thé est meilleur, quelque part, à mon avis, c'est pas pour rien qu'il a été choisi. Mais voilà, elle est pas mal non plus quand même, donc elle est intéressante à retrouver. Et puis c'était le thé français, voilà, c'est l'origine, on avait ça. Donc, les petits outils. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est là on est chez toi, Michael, et en fait, on pense que pour être agriculteur ou paysan, il faut avoir une ferme, être de famille de paysans, etc. Et en fait, là, j'ai l'impression que pas du tout. Là, on est dans une petite ville, un petit quartier, et il y a à peine 1 an et demi, tu as décidé de changer de vie, de changer de métier, et voilà, du coup, on a vu ton terrain, et là... Oui, c'est le contraste. Je vis pas sur le terrain. Bon, j'aimerais bien un jour quand même, mais pour l'instant, on attend de réussir, et après, on fera les choses dans l'ordre. Donc voilà, les petits outils. Alors pour la récolte, c'est assez simple. Un petit panier de récolte avec la petite sangle qui permet de se promener où on veut. Et puis le grand panier qu'on permet de vider le petit et puis de continuer à faire sa petite route. Et comme ça, moi, ça me permet d'avoir le panier, je le mets à l'ombre. Comme ça, je peux rester 2 heures sur le terrain, 2 heures et demie, voilà, pour pas que les plantes s'abîment avec les chaudements. Donc voilà, 2 outils principaux. Alors déjà les doigts, on cueille beaucoup de choses à la main comme les fleurs, mais plantes, feuilles, on est plutôt sur du sécateur. Et la serpe, elle, qui est plutôt pour des plantes comme le thym, le romarin, voilà, les plantes à petites feuilles, quoi. Là c'est plutôt de la petite arbuste qui permet, si vous regardez, il y a des petites dents ici. C'est pas une serpe lisse, alors très dur à trouver, aujourd'hui on n'en trouve que dans les brocantes, ça se fabrique plus. À moins que, voilà, sur demande, évidemment, un forgeron, il vous le fera. Et là, bon, j'ai trouvé dans une brocante, moi, donc, qui permet de scier, voilà, comme les thym qui sont un peu boisés. Bon, si on veut réussir à les choper, avec le lit, ça va être compliqué, quoi. Du coup, avec ça, tu fais le thym, tu fais par exemple l'agastage, tu la ramasses avec quoi? Avec le sécateur. D'accord. Voilà. Les menthes, par contre, je le ramasse avec la serpe. Vu que c'est très dense, et on peut facilement prendre une poignée, et puis voilà. Et c'est un mouvement comme ça, comme il y a les dents, là, c'est pour scier. Comme ça, et puis ça coupe net. Donc, ça permet d'augmenter sa vitesse de rendement quand même. Parce que le sécateur, branche par branche, bon, c'est bien pour certaines choses, mais c'est quand même pas non plus... L'outil quand même de l'herboriste, c'est ça. Parce que même des fleurs, voilà, il y en a certains, voilà, ils cueillent juste avec la petite pointe, c'est assez précis, c'est plutôt bien. Donc là, on a tout ton matériel de récolte. Voilà, quasiment. Plantoir pour planter, voilà, c'est tout. Là, pour démoter, vite fait, ça suffit.
Ultra simple. Ultra simple, exactement. Et du coup, ultra abordable et accessible. Oui, voilà, exact. C'est pour ça que le projet coûte pas cher, quoi. C'est vrai que j'ai pas besoin de tracteur comme peut-être un maraîcher, lui, alors, qui va pour les patates, les choux, les potirons, là, voilà, la main, là, je le plains. Donc heureusement qu'il a une petite remorque, quoi. Moi, non, ça va, mon panier, il fait pas plus de 3 kilos, quoi. 4 kilos, allez. Frais. Du coup, quand tu as ton panier plein, tu disais tu mets tes herbes. Le petit, ouais, qu'une fois quand il est plein, je les menthe par exemple. Alors les menthes c'est différent parce que les menthes, on les effeuille. On coupe la tige et on les effeuille sur place dans le panier. D'accord, en frais. En frais. Ok. Voilà. Donc, parce que sinon, on peut la faire sécher sur tige, mais c'est plus long et ça prend plus de risques et en même temps ça la noircit un peu plus la menthe. Tandis que là, elle est effeuillée, la tige en moins, ça fait beaucoup moins d'eau à sécher, et puis sèche très très vite, du coup en 3-4 jours c'est fini, quoi, c'est sec. T'as des gants pour effeuiller? Ça fait pas mal au bout d'un certain moment? Non. Ok. Non, vraiment pas. Non, non. La menthe a refroidi un peu les mains parce qu'elle contient du menthol, mais non, ça va. C'est plutôt simple. Oui, les plantes à épines, genre l'ortie, par contre là je mets des gants. Je préfère. Même si mon herboriste a l'habitude de le faire sans, mais moi j'aime pas avoir plus de sensation dans les doigts à la fin de la journée, donc je préfère prendre des gants. Voilà, mais sinon la plupart du temps, ouais, les ronces, moi je les cueille à la main. Par contre là, avec des gants, je suis plus précis dans la cueillette, sur la tige, sur ce que je prends. L'aubépine c'est pareil, je prends pas de gants, alors que bon, il y a des grosses épines, mais bon, vu la longueur des épines, de toute façon ça pénètre le gant, donc le gant il sert pas à grand chose. Puis on a plus de dextérité aussi, voilà, pour aller plus vite qu'avec les gants. Vu que c'est de la précision quand on cueille, faut quand même, voilà, le jet doit être précis, on en ramasse. Parce que un petit panier là comme ça à remplir genre de ronces, ouais, faut bien 1h30. Donc, et dedans, il doit y avoir 200 grammes secs à la finale. Donc c'est vrai que c'est quand même du temps. Voilà, la cueillette sauvage, j'en fais pas énormément. C'est plutôt pour compléter la gamme de mes aromatiques que j'ai, principales, hors verveine, camomille et tout ça. Donc une fois que donc on arrive avec les plantes, on prend une clayette, pardon, hop, ici. Voilà, ça c'est fabriqué par mes soins, du bois de Brico-Dépôt, du plastique Brico-Dépôt. Et ça, c'est de la toile du filtre pour filtrer le miel. Donc, un filtre alimentaire. Plus fin qu'une moustiquaire, du coup. Oui. Ouais, plus fin qu'une moustiquaire, oui, oui. Et pourquoi pas la moustiquaire? J'y ai pas pensé, je t'avoue. D'accord. Dans les prix, en fait, de ce que j'ai trouvé en toile perlée, Mais ça aurait pu, c'était en l'apidistribution, enfin c'était l'apiculture qui je trouvais qui me Ok, convenait on n'a le pas mieux. besoin d'avoir un truc aussi fin, c'est juste que ça tombe pas. Voilà, non, il y a ces micro-perlés, parce que surtout pour l'aération d'en dessous, parce qu'une fois qu'on a les plantes dessus, c'est vrai que c'est bien qu'il y a de l'air qui passe par-dessous. D'accord. Ça évite que quand elle se colle, elle s'abîme. Parce que là, du coup, ça sèche ici, de dehors, ça. tu les fais pas sécher dehors. Ah non, non. Ils font un séchoir. Déjà, le but du principe de la plante, c'est elle a de l'eau. Donc c'est une aromatique. Et l'eau macère l'arôme. Et le détruit au fur et à mesure. Donc pour pouvoir le préserver le plus possible, il faut le sécher le plus vite possible. Donc là, j'ai un déhumidificateur dans le séchoir. C'est lui qui vient de s'arrêter là? Non, là c'est les ventilos, parce qu'il y a un air pulsé qui enlève le surplus d'humidité 2 fois par jour. Il tourne une demi-heure, ça enlève l'humidité, surtout celle qui est en haut, qui embêterait un peu certaines plantes qui viennent d'arriver et puis qui mettraient plus de temps à sécher. Donc le déhumidificateur et l'air pulsé, donc un ventilateur en haut, un ventilateur en bas et en haut. Voilà. Donc il y en a un qui fait rentrer l'air, l'autre qui le fait sortir. Et ça permet de renouveler l'air aussi, qu'il n'y ait pas un air vicié non plus qui s'accumule avec la chaleur et l'humidité, quoi. Donc voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, on a de la menthe chocolat par exemple. Voilà. Hop. Donc c'est léger, hein, c'est vrai que c'est un boulot où au moins. Pardon. On n'est pas astreint par la fatigue physique non plus. Donc là, elle est bonne à mettre en sachet. C'est combien de temps ça? Là, je l'ai récoltée celle-ci vendredi. Non, attendez. Jeudi après-midi. C'est jeudi après-midi que je l'ai faite celle-là.
Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours. Normalement, 3 jours normalement. En 3 jours, elle était bonne. Hier, mais c'était dimanche, hier, j'avais envie de me reposer quand même. Donc voilà. C'est quoi les règles de base pour réussir un bon séchage de plantes et faire... Alors, il faut bon moins de produit. 30% d'humidité. Il faut une température, je dirais, entre allez, 18 minimum, vraiment 18, et puis ouais, 31 en maximum, quoi. Après, voilà, c'est comme le vin. Je pense moi, j'ai pas encore l'expérience. Puis de toute façon, ça s'est tellement perdu avec le temps qu'il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées et qu'il faut redécouvrir, hein. Donc, je sais que moi, sur certaines plantes, par exemple la camomille, je l'ai fait, elle a eu sur 8 jours. Mais si je la laisse trop longtemps sécher, elle commence à foncer, elle commence à marronner. Donc, au bout de 8 jours, je la surveille. Une fois qu'elle est bien sèche, je la sors. Et puis, je trie celles qui ont été, des fois, marronnées, parce qu'il faut qu'elle garde une couleur blanc-ivoire, quoi, donc, pour qu'elle soit de bonne qualité. Et c'est pareil pour toutes les plantes. Là, quand je vous ai montré la menthe, là, on a très peu de taches, justement, parce que elle a été séchée très vite. Parce que là, la menthe, si on la laisse plus de 4-5 jours, elle commence à avoir des feuilles qui foncent, marronnent et perdent le goût, du coup. Donc, c'est vrai que c'est important de garder la couleur aussi. Donc la couleur, on la garde dans le noir principalement. Donc c'est avec des sachets vitrés, voilà, en grande surface ou avec des néons. Ça va lui faire perdre très vite sa qualité, même si elle reste un moment dans le rayon. Elle a été récoltée peut-être très bien, mais c'est vrai que voilà, elle va s'éclaircir avec la lumière et du coup là on perd son goût. C'est quoi les durées de consommation en général? Moi, une fois qu'elle est séchée, empaquetée, elle peut rester 2 ans sans trop bouger. Par contre, dès qu'on l'a ouvert, le sachet, l'air, voilà, la lumière, 6 mois en général, je préconise, avant qu'elle commence à perdre un peu son arôme de base, quoi, son arôme du début. Mais ça va, on a C'est le une temps quand question même. d'oxydation, c'est ça? Ouais, d'oxydation et de lumière aussi. Donc, Et du coup, c'est pour ça que sur la lumière, que le séchage aussi, il est à l'ombre et pas au soleil. exactement. Voilà. Après, il y a des techniques aussi où on utilise le soleil, hein, dans les plantes médicinales. La solarisation, par exemple, on prend de l'huile, huile d'olive, hein, par exemple. On met ses fleurs fraîches dedans et on laisse macérer au soleil. Alors, on peut faire ça, par exemple, le champagne défait avec le sureau. On peut faire ça avec. On prend quelques ombrelles, on les met dans l'eau, de l'acide, du citron, du sucre. Et on envoie ça au soleil pendant 15 jours et puis ça va faire des bulles naturelles, parce qu'elle contient un ferment naturel, le sureau, qui permet de faire des bulles. Et parce que voilà, le champagne défait. Et donc il y a plein d'utilités, hein. On peut faire plein de choses aussi bien avec du soleil. La plante, elle peut être utile selon ce qu'on veut en faire. Mais pour du séché, c'est clair qu'il faut de l'ombre, un endroit bien sec. Et un dévicateur, c'est quand même mieux. Parce qu'on peut le faire en séchage naturel. Mais dans la règle générale, ouais, des plantes à feuilles vertes, par exemple, vont perdre de l'aspect. Elles vont perdre un aspect de beauté au niveau couleur et d'aromatique aussi. Et avec, que de la ventilation, on peut arriver aussi à sécher Oui. de qualité. Ouais. Alors par contre, je pourrais pas vous dire parce que c'est pas ma technique. Donc D'accord. du coup, je peux pas vous dire si. Alors, au moins 15 jours, j'imagine. Moi. Pour moi, vu la vitesse où ça va le lucicateur, la plupart des plantes, ça doit être entre 10 et 15 jours avec l'air pulsé, quoi, seulement. Et avec une bonne température, au moins dans les 25 degrés, quoi, minimum. Là, air pulsé, là, il faut être vraiment entre les 25 et 31. Avec le lucicateur, on peut être à 18, c'est pas très grave. Bon, il faut mettre un peu plus d'air pulsé parce que l'humidité est quand même plus dure à enlever. Mais sinon, ouais, en général, ça va assez vite. Ça permet de faire son roulement, puisque moi, j'ai le temps de cueillir sur 3 jours, je vais remplir peut-être une douzaine de clayettes. Mais après, il y a le reste qui est déjà sec, donc là, je peux le conditionner. Puis une clayette à conditionner, c'est une demi-heure maximum. Donc ça, une bonne journée dans la semaine, et hop, le séchoir, là, quasi tout vite, quoi. Donc non, on peut faire un rendement, un roulement, si on est bien organisé, on s'en sort bien. Donc j'ai de la mauve aussi, alors celle qu'on a vue tout à l'heure, toute belle, fraîche, mais sec, bon, elle perd un peu sa noblesse. Mais c'est pas pour autant qu'en goût. Les couleurs sont belles. Hein. Ouais, oui. C'est la qualité du séchage aussi, hein. Si on sèche vite, c'est vrai qu'on n'a pas. On a quand même une homogénéité de couleurs qui reste sympa. La lysope je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, là,
Voilà, la technique aussi selon chaque plante, là tu vois je les ai étalées les unes à côté des autres, mais sans en mettre par-dessus pour qu'elles sèchent bien. Et là on voit, tu vois, là ici, c'est un peu juste, tu vois, là ça a marronné ici. Un petit peu là, mais c'est pas méchant, voilà, ça s'enlève vite quoi. Parce que là du coup dans la tisane on va avoir les sommités fleuries mais aussi toutes les petites... Oui, toutes les vertes, ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est marron je l'enlève, hein. En général, je l'enlève avant de les filer. Alors pour les filocher, il y a deux techniques. Alors quand c'est frais, pour toutes les plantes, hein, comme ça, on appelle des lamiacées, hein, c'est tiges carrées et feuilles opposées. Donc quand elles sont fraîches, on fait de haut en bas. Et quand elles sont sèches, on va faire de bas en haut. Puis ça s'enlève tout seul, hein. Très rapide. Et des techniques d'antan, voilà. Là c'est l'aquilée que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, pas tout à fait sèche. Là, je l'ai ramassé ça vendredi matin. Et demain elle va être bonne. Je vais refaire un plan, je l'ai pas vu. On va redescendre. Hop. Tu l'as vu la mauve tout à l'heure? Ouais. Bon, c'est pareil, chaque plante a un petit peu sa manière d'être séchée, quoi. Le souci, par exemple, là, lui, je le mets vraiment à plat. Donc pour que les pétales puissent s'écarter un maximum, puis que ça se fasse joli. Et Ça puis... fait des beaux tableaux hein, en tous les cas. Ah bah oui, c'est agréable aux On va yeux. faire des photos. C'est ça. Le thym, comme je t'ai montré, lui, on se prend moins la tête, hein. Voilà. On prend une touffe, puis on l'étale, on la déroule. Elle, par contre, le thym, il n'est pas fragile, lui, donc c'est vrai qu'on peut le mettre l'un sur l'autre, ça ne bougera pas. Il y a des plantes qui sont plus ou moins fragiles, oui. Plus les feuilles sont grosses, plus c'est difficile de la faire sécher verte. La livèche, c'est la plus dure. La livèche, tu as des grandes tiges, mais elles sont pleines d'eau, et c'est vraiment les petites tiges que tu prends en sommité de feuilles, bien vertes, que tu étales les unes sur les autres, comme l'hysope, là, mais vraiment pas collées. Donc bon, heureusement que j'en fais pas beaucoup, c'est juste pour le plaisir. Que j'aime bien cette plante aussi, puis qu'elle m'est utile pour ma haie, quoi. C'est surtout ça aussi. Voilà, donc un peu, c'est ce que j'ai en ce moment à sécher, là. Donc une fois sec, on a des petits sachets. Voilà, ça c'est le thym citron. Donc là, étiquette aussi. Donc c'est des sachets bien hermétiques à l'air. C'est ça, ils sont thermocellés, des deuil packs qu'on appelle ou stand-up dans le principe. Donc difficile à trouver pour du petit conditionnement pas trop cher, donc il faut chercher. Hein, Du coup tu les achètes où? Alors je vais pas le dire. J'ai mis 6 mois à les trouver, mon fournisseur, alors hein, je vous souhaite bon courage à tous. Très bien. Mais si on part sur des deuil packs stand-up et qu'on trouve des gros fournisseurs, en général ils nous donnent d'autres clients à eux qui sont plus petits et qui nous permettent d'avoir des sachets à peu près prix raisonnable pour ma taille. Hein. Un petit sachet comme ça, avec l'étiquette tout compris, on est à 55-60 centimes le sachet. Donc, ce qui reste correct sur un prix de tisane. Là, celui-là, c'est vendu 4,20 € à peu près. Donc bon, c'est raisonnable, quoi. Presque 20% du prix. Pas vraiment, parce qu'on est au grammage, donc par rapport au kilo, voilà, le thym citron, lui, il est vendu dans les 125 € le kilo. Ouais, donc les petits sachets de 30 grammes, oui, 50 centimes. Oui, ça, ouais, sur 80. Alors ça dépend de la plante. Hein. La camomille, alors là on est en 30 grammes, 4,20 €, mais la camomille pour 15 grammes, elle est à 6,20 €. Parce que le temps de travail, c'est pas le même. Hein. Pour faire 100 ouais, 180 grammes, 100-200 grammes de camomille, il faut entre 2 et 3 heures de cueillette. Quoi. Donc ouais, c'est quand même du temps, quoi. Donc il faut quand même le rentabiliser. Voilà, j'ai un ami qui me... C'est aussi un ami qui est dans l'étiquetage, lui, enfin l'étiquetage, donc il me fait des étiquettes à prix plutôt raisonnable. Parce que lui, il est plutôt, ses clients, c'est plutôt du gros marché, des gros chantiers à 10 ou 12 000 €. Moi, quand je lui fais une commande, c'est 100 €. Donc lui, ça ne l'a pas dérangé de me faire des étiquettes, vu que j'en ai pas pour l'instant des grandes quantités, que ça
Parce qu'il vaut mieux peut-être un imprimeur quand même des fois. Si on commence à avoir, bon, là je ne suis pas encore rendu, mais si on commence à faire c'est 10 000 sachets à l'année, là ouais, là vaut mieux un imprimeur. Parce que là, ça va coûter. Lui, comment dire, moi, mon ami là qui fait ça, lui, il n'aura pas le temps. Il fait des affichages publicitaires ou des choses comme ça, donc plutôt de la grande surface, des petites choses comme ça. Ouais, bon, c'est vraiment parce que c'est de la proximité, c'est de l'amical aussi. Donc, mais c'est le réseau, ça fait partie du jeu aussi. Si on peut profiter de certains avantages, il faut le réseau est important. Aussi bien pour de la cueillette des fois l'été, un coup de bourre, j'ai la famille, heureusement qui est là de temps en temps, qui vient me donner un petit coup de main. Mais voilà, et puis c'est agréable aussi de travailler en famille aussi, là au bord du champ, ces petites fleurs à tailler ou la menthe là effeuillée, on discute, voilà c'est familial, c'est agréable. Donc le but c'est pas d'être non plus pour voilà, à gagner de l'argent, bien sûr qu'il en faut, hein, mais c'est aussi que ce soit agréable à travailler. Voilà, donc là ça c'est mes réserves de sachets qui sont prêts. Alors, comme je fais de la boutique internet, il y a du prêt d'avance quoi, parce que sinon il faut être organisé quoi. Sur ce métier. Il y a beaucoup d'organisation dans le temps dans le conditionnement. Il faut vraiment entre les deux allier. Comme je te disais, le matin en général il fait frais, je fais du physique plutôt. L'après-midi ça va être plutôt de la cueillette. Et une fois dans la semaine, il y va être une journée complète, ça va être de l'étiquetage, du remplissage, et puis ainsi de suite. Et puis petit à petit on arrive. Et s'il faut, un petit week-end en plus, mais je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Pour le site, déjà il faut un hébergeur. Donc moi c'est Shopify qui m'héberge. Je les ai choisis parce qu'ils proposaient beaucoup de thèmes, ils étaient complets. Alors quand je dis des thèmes, c'est des thèmes de sites qui permettent, voilà, il y en a qui sont au grammage, il y en a c'est pour les vêtements, il y en a c'est pour autre chose. Donc ils étaient assez complets dans le choix et j'ai pu choisir. Je l'ai payé par contre. Je préférais payer mon thème parce que les mises à jour sont dessus. Donc quand il y a un problème, au moins ça se renouvelle. Quand on prend un gratuit, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de mise à jour forcément. Il y a toujours une contrepartie quand c'est gratuit. Donc moi j'ai préféré avoir ça, au moins que le site fonctionne bien. Effectivement, depuis un an, pas un problème, quoi. Tout fonctionne bien. Bon, après j'ai un informaticien ami encore qui m'a fait toutes les choses. Bon, il m'a facturé bien sûr, hein, mais à prix d'amis. Mais ça a été un avantage beaucoup d'avoir 3 amis quelque part qui ont pu me faire un peu le marketing entre guillemets du site et du conditionnement, quoi, puisque sinon je sais que par exemple mon ami designer, oui voilà, il m'a fait une belle ristourne, voilà, ça aurait dû me coûter 3 000 € à la rigueur la conception d'Herbe d'Or et tout ça, mais ça m'a coûté 3 fois moins cher, quoi. Donc non, c'est bien. Voilà. J'ai eu des avantages, j'en profite. Mais après, voilà, tout le monde pourra peut-être pas le faire, quoi, parce que ça quand même. Si on veut faire un truc bien, que ce soit bien vu, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les connaissances. Et c'est vrai que quelqu'un qui est du métier, c'est vrai qu'il nous apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est quand même utile. Le site, je sais que depuis le début, il a 300 visites par mois et il ne bouge pas. Donc c'est toujours dans la même ligne. Bon, j'ai pas des grosses commandes, hein. Pour l'instant, on a 5 commandes par mois. Mais bon, après c'est pas des commandes c'est pas à plus de 20 € tout le temps, donc c'est entre 20 et 70 € les commandes. Donc on fait l'aromatique qui est l'avantageux, c'est qu'il y a un petit côté quand même où ça peut être facile à revendre et assez rapidement. Après, il faut se mettre en condition pour, hein. Donc le site internet, c'est ce que je voulais faire. Après, il faut que je me fasse connaître, ça fait 1 an, donc on y va petit à petit. Donc là, si on souhaite acheter tes plantes aromatiques, on peut aller sur ton site Herbe d'Or et acheter en ligne. Et sinon, on peut aller dans les boutiques. Les boutiques, je livre, c'est ça, exactement. Donc là, pour l'instant, je suis sur la Vendée seulement. Peut-être que j'irai un peu plus autour de la région, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Peut-être Paris, on ne sait jamais si c'est possible à la rigueur, parce que si c'est avantageux. Surtout que les herboristeries, il y en a un peu partout, mais pas vraiment officiellement herboristerie. On ne sait pas trop si c'est salon de thé, salon infusion des fois, donc il y a un peu de tout. Donc le site en ligne, lui, ça coûte 30 € par mois. Donc c'est vrai comparé à une boutique qui coûte 1 000 € par mois en ville. Surtout que là, j'ai pas besoin d'avoir un employé pour la gérer, je gère tout seul. Donc oui, non, c'est très avantageux quelque part pour soi d'avoir un point de vente en aromatique, quoi. Je dirais que c'est même un peu primordial dans l'aromatique, parce que bon, le petit marché,
On se fait un petit, voilà, il y a beaucoup de petits modèles, ils se font souvent à mi-temps, c'est compliqué quand même d'avoir une installation avec un plein temps, juste avec des marchés, quoi. Voilà, faut vraiment, faut un autre circuit aussi, hein. Soit l'épicerie, naturopathie, herboristerie, pharmacie hein, aussi, hein, voilà, tout ce qui est compléments alimentaires, de soins, beauté, hein, tout dépend ce qu'on fait. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être large, hein, on peut trouver son circuit. Après, il faut se cantonner à un. Moi, c'est plantes aromatiques, infusion, donc on reste alimentaire, boutique en ligne. Boutique, voilà, on peut commander chez moi sur la boutique et ceux qui sont en local, pour éviter de payer les frais de livraison, peuvent venir le samedi matin récupérer leur panier. Et sinon, c'est 5,50 les frais de port jusqu'à 45 €. Après, c'est gratuit au niveau des frais de port. Mais ça, c'est un peu tout le monde, quoi. Donc, ils font un peu tous pareil, donc on s'aligne. Eh ben, merci Michael pour nous avoir présenté ton métier, nous avoir accueillis. Et je te souhaite vraiment une bonne continuation dans ton aventure. Merci.